Du Vatican au Quirinal de Rome en Italie en passant par la Suisse et Genève, le chef de l'État béninois aura effectué une tournée diplomatique européenne des plus grandes factures. Elle aurait permis de relancer des accords de partenariat dans plusieurs secteurs d'activité. Patrice Talon a lancé des appels aux investisseurs italiens et plaidé pour l'accès aux médicaments de qualité pour l'Afrique. Peut-il déjà être ovationné? Car rapporter concrètement au Bénin cette sortie du président de la République, ce sera le sujet dont nous débattrons en décryptage. Nous ne saurions aussi occulter cette actualité qui a défrayé la chronique et semé même la psychose dans les cœurs des consommateurs béninois de poissons. Plus de 10 tonnes de poissons sont morts par empoisonnement dans un étang du lac Toro. Question, ces poissons empoisonnés n'ont-ils déjà pas atterri dans nos assiettes? Nous recevrons un dossier de la semaine, le point focal de la direction des productions halieutiques qui nous édifiera également sur les dispositions sécuritaires déjà prises. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Selon votre temps de réception, bienvenue à Wikeko que nous démarrons tout de suite par le mini-journal présenté par Estelle Espérance Oropazo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans le mini-journal. L'Association béninoise sur la climatologie a organisé le 22 mai dernier à l'Université d'Abomey-Calavi son premier café scientifique. Une activité qui lance également les travaux de l'ABClim. Les discussions ont tourné autour de la thématique du changement climatique et des impacts sur l'agriculture, la santé et les ressources en eau. Reportage Bernol Djobé, Amandine Agnambossou. Il faut accorder du prix à ces différentes variations pluviométriques. Plus personne n'ignore la problématique du changement climatique. Beaucoup perçoivent déjà ces effets qui se manifestent sous diverses formes. Changement climatique, réalité actuelle ou future, ce thème a été choisi pour clarifier le concept et mettre tout le monde au même niveau d'information. Nous n'arrivons pas à communiquer correctement sur les résultats de recherche. Nous pensons toujours que nous sommes en colloque où il faut utiliser les gros mots scientifiques, la méthodologie compliquée. Or, pour que le commun des mortels comprenne notre message, il faut descendre à un niveau très bas. Il faut véhiculer dans un langage très simple, fluide, qui permettra aux néophytes de comprendre ce que c'est que les changements climatiques et leur impact sur l'environnement. Le dérèglement climatique est causé par l'activité humaine. Ces impacts sont visibles non seulement sur l'agriculture, mais aussi sur la santé humaine. Si l'air est chaud, l'homme acquiert la chaleur de l'air. Et quand l'air est froid, l'homme acquiert la chaleur, n'est-ce pas, donc de l'air qui est froid. Et bien, soit il peut attraper le refroidissement ou bien le réchauffement de son corps. Et ça peut, n'est-ce pas, donc amener à dans son système et l'amener, n'est-ce pas, à avoir l'hyperthermie, par exemple, ou l'hypothermie. De manière indirecte, avec, n'est-ce pas, donc l'humidité forte et la température forte, n'est-ce pas, donc ça développe les germes pathogènes. Nous avons par exemple les anophèles qui se développent quand il fait très chaud et quand, n'est-ce pas, donc il pleut beaucoup. Là donc les mouches se développent, donc l'homme, n'est-ce pas, peut, quand ces moustiques-là, donc peut dans le piquant, donc n'est-ce pas, donc le palu et il peut tomber malade. À un moment donné, on constate, n'est-ce pas, donc que certaines maladies qui avaient disparu reviennent. La tuberculose revient, la lèpre est en train de revenir petit à petit. Ça, c'est lié effectivement au changement climatique. Nous avons affaire à une agriculture pluviale qui dépend essentiellement de la pluie. Qu'elle tombe, qu'elle ne tombe pas, qu'elle tombe en excès ou qu'elle manque totalement. Donc dans ces conditions, le paysan, de façon empirique, essaie d'adapter son calendrier par rapport à la disponibilité en eau. C'est difficile de plus en plus. Des impacts globaux qui inquiètent, mais il existe des solutions pour mieux s'adapter. En agroclimatologie, on essaye de faire des calendriers agricoles connaissant une certaine durée, 50-60 ans. On voit les fluctuations de la pluie, les fluctuations des vents. On voit quand est-ce que le début de la saison commence de façon habituelle. Et on essaye donc d'imaginer un calendrier agricole propre à telle variété, à telle culture. Et c'est ça qu'on soumet aux paysans. On peut, par un système de barrage, de retenue d'eau, faire en sorte que pendant la pénurie pour l'agriculture, qu'on aille faire l'irrigation, ainsi de suite. Ça, c'est les progrès à venir et dont les paysans rêvent déjà, ils essayent
Mais on peut s'appuyer là-dessus. Il faut, n'est-ce pas, donc qu'on développe beaucoup la lettre précoce. Surtout pour la pluie, qu'on prévoit donc ces pluies-là. Ça, c'est sûr qu'on se dit, bon, à quel moment, n'est-ce pas, il y aura sécheresse. Et qu'on puisse, n'est-ce pas, prévoir ça pour que le président puisse, qu'on puisse lui dire, attends, fais ci, fais ci, fais ci. Et là, ce ne serait pas nous. On va donc s'allier avec les agronomes pour faire ce travail-là. Je crois qu'on pourra donc éviter des hécatombes, des problèmes, n'est-ce pas, donc récurrents qui vont se poser. Le temps de l'inaction est terminé. Tous les acteurs sont appelés à agir afin d'atténuer les effets des changements climatiques. Les Nations Unies célèbrent depuis lundi la Semaine mondiale d'action pour la sécurité routière. 7 jours pour sensibiliser sur les dangers de la route et susciter des actions urgentes. Au Bénin, la police républicaine s'engage à décourager tous les usagers qui roulent à vitesse sur nos routes. Les précisions dans cet élément réalisé par Monique Torrent et Patrick Adiaboudjou. Sur le chemin de l'école, les premières victimes dues aux excès de vitesse seraient les écoliers. La traversée du chemin devient ainsi un risque pour ces bouts de chou. Lorsque les usagers de la route, les conducteurs de moto comme les conducteurs de véhicules à 4 roues, aperçoivent un enfant et ne prennent pas la précaution nécessaire pour faciliter la traversée à l'enfant, il peut être écrasé. Il suffit d'avoir de l'argent, on essaie de se doter d'une moto sans connaître le code de la route, sans même savoir aller réellement à moto, ce qui constitue de potentiels dangers pour les enfants. L'excès de vitesse, la principale cause des accidents de la route qui engendrent des blessés, voire des décès. Une situation qui fait appel à des actions urgentes de sécurité routière en faveur des écoliers. Face à la nécessité de protéger ces âmes innocentes, la police républicaine est plus que jamais déterminée. Depuis quelques semaines, on est passé à la phase de répression où systématiquement les excès de vitesse sont réprimés. Le gouvernement a doté la police républicaine de cinémomètres, donc de radars mobiles qui permettent de surveiller, disons, les excès de vitesse aussi bien dans les agglomérations que sur les grandes voies. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Cette assertion de Victor Hugo risque de perdre son sens si chaque jour des écoliers devraient mourir sur nos routes. Nous interpellons chacun de nous, puisque sans un engagement personnel, individuel et collectif, on ne peut pas préserver la vie des enfants. Les Nations Unies consacrent chaque année une semaine d'action à la sécurité routière. L'édition 2018 est célébrée sous le thème « C'est ma rue ». Vous le savez sans doute déjà, le groupe Polyrythmo célèbre 50 ans de carrière. Les manifestations entrant dans le cadre de la célébration de ce demi-siècle s'étalent sur toute l'année. Des tournées nationales et internationales sont prévues. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports accompagne l'événement. Une conférence de presse a été donnée ce mardi pour annoncer les couleurs. Suivez ici quelques extraits des différents acteurs impliqués dans la réussite de ces festivités. Venez de partout célébrer avec nous cette fierté africaine et internationale. Les couleurs sont ainsi annoncées. Polyrythmo sera célébré comme cela se doit. Un demi-siècle de carrière pour ces hommes, mus par une volonté commune, celle de chanter et surtout d'égayer. L'aventure a commencé en mai 68. 50 ans plus tard, le groupe tient toujours debout malgré les tumultes. Notre objectif en commémorant les 50 ans de cet orchestre, c'est de sauvegarder la mémoire et de valoriser tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont produit, afin que les générations futures puissent en bénéficier. Les festivités vont s'étendre sur toute l'année. Vincent Ahé, Renou et ses pairs reprendront les instruments. Sur le territoire comme à l'étranger, ils vont se produire sur scène. L'occasion pour eux de revisiter leur immense répertoire musical qui sera d'ailleurs très bientôt archivé dans un centre multimédia exclusivement dédié au Polyrythmo. Nous allons ériger un centre multimédia, un espace multimédia, où nous allons loger toute notre discographie.
Nous avons plus de 1000 chansons. Plus de 1000 et nous continuons d'en produire aujourd'hui. Ils sont immortels. Et pour graver à jamais leur figure dans l'histoire, une fresque murale de près de 30 mètres leur sera consacrée. Un documentaire de 52 minutes, œuvre de Stéphane Brabant, photographe réalisateur, est en cours de tournage. 50 ans du Polyrythmo, 58 ans d'indépendance, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports veut associer les deux événements. Notre objectif aussi, c'est de lier ces deux grands événements que nous avons, c'est-à-dire la célébration du 58e anniversaire de notre indépendance, ainsi que la commémoration du 50e anniversaire du groupe Polyrythmo. Donc, nous allons commencer donc la célébration le jour de l'indépendance, c'est-à-dire le 1er août prochain, dans l'après-midi, à travers un géant concert. Fierté nationale, identité culturelle ou encore orchestre intemporel, chacun y va de son expression pour qualifier le Polyrythmo. Les anciens sont encore nostalgiques de leur musique, les plus jeunes en prennent de la graine. Sur Internet, le hashtag 50 ans Polyrythmo a même déjà vu le jour. Nous allons à présent faire une découverte épice exotique. Le curcuma se cultive aujourd'hui dans certains jardins de Cotonou. Progressivement, on le retrouve sur les étalages des marchés et supermarchés. Mais il n'en demeure pas moins que cette épice, pourtant si utile, reste encore inconnue. Dans ce reportage, je vous propose d'aller à la découverte du curcuma. Il est d'une couleur à faire douter de son caractère consommable. Pourtant, le curcuma est une épice de la famille du gingembre. Originaire de l'Asie, il est parfaitement adapté au climat tropical, ce qui explique d'ailleurs sa culture ici, dans ce jardin. Le curcuma, c'est adapté à nos contextes, le climat tropical, humide, du coup ça se passe bien. Peu importe le sol, si c'est un sol sableux ou bien un sol argileux, le curcuma se porte très bien. Malgré sa présence sur certains étalages dans les marchés, le curcuma reste inconnu. Plus inconnu encore, ce sont les différents usages qu'on peut en faire. Ça peut être utilisé à la cuisine, en médecine, même en cosmétique. Donc à la cuisine, le curcuma se retrouve dans beaucoup de plats. Ça peut être utilisé pour préparer la sauce, le riz et beaucoup de plats. Seulement voilà, le curcuma n'est pas encore cité dans la gamme des épices consommées au Bénin. Il a bien des atouts pour arriver à s'imposer sur le marché et même d'atterrir dans nos plats. Mais cela passe par quelques conditions. Pour faire entrer cette épice dans l'alimentation, il faut nécessairement que de plus en plus une formation soit donnée, surtout au niveau, n'est-ce pas, des centres culinaires ou des centres de formation où on apprend à faire la cuisine. Il faut que de plus en plus des mets soient réalisés avec le curcuma. Il faudrait aussi que la formation soit donnée aux producteurs pour qu'ils puissent produire davantage le curcuma. Même si on les compte encore sur le bout des doigts, certains Béninois connaissent bien le curcuma. Pour eux, ses vertus et les maladies qu'il guérit sont multiples et variées. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain. Merci Estelle Espérance Oropazou pour cette belle présentation. À dimanche prochain pour un autre mini-journal. Et nous enchaînons tout de suite par la revue de presse économique de la semaine réalisée par Herman Amega. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce tour d'horizon de l'actualité de la semaine. À Atiémé, des poissons du lac Toro seraient contaminés. La presse du jour, dans sa parution du mardi, a relayé cette information. Mon confrère renseigne que 28 enclos d'une exploitation piscicole d'environ 40 000 alevins installés dans le lac Toro ont été décimés. Selon quelques témoins écrits La Nation, ces produits halieutiques empoisonnés seraient fumés ou frits et déversés sur le marché. Le quotidien du service public met à sa une risque de poissons nocifs dans les plats. Soucieux du danger que représente ce produit pour les consommateurs, le ministre a aussitôt pris des mesures conservatoires, martèle la presse du jour. En premier lieu,
Il a invité la police fluviale à faire la patrouille sur le lac afin de circonscrire le mal. Ensuite, elle va mettre un piège afin de capter la pellicule responsable de l'intoxication. Et enfin, le ministre demande l'interdiction de la fréquentation du plan d'eau pour une période de 10 jours à 2 semaines. La tournée du chef de l'État en Italie n'a pas été occultée par les confrères. Réforme pour le bien-être social et économique du Bénin, le pape bénit la gouvernance talent, titre la priorité. Le quotidien L'Actualité fait la même observation et placate sur sa manchette que Patrice Talon reçoit l'onction du pape François pour ses réformes. Au quotidien L'Événement précis d'ajouter qu'au cours de son entrevue avec le pape, le président Patrice Talon a parlé de sa foi catholique, de ses réformes, des opposants et de l'église de Gbanama. Et justement, par rapport à ce dernier sujet, renseigne notre temps, Patrice Talon a affirmé, je cite, « Je suis profondément respectueux de la laïcité religieuse de mon pays ». Fin de citation. Les Béninois détenteurs de passeports diplomatiques n'ont plus besoin de visa pour se rendre en Italie. C'est aussi l'autre retombée du voyage du chef de l'État. Une autre bonne nouvelle qui intéresse le sous-secteur de l'entrepreneuriat et les fêtières du monde agricole, la Suisse accorde 47 milliards de francs CFA au Bénin. L'information a été relayée par le quotidien Le Matin. Il s'agit de 2 accords dont le premier porte sur l'entrepreneuriat stratégique pour des opportunités d'investissement et le second porte sur un programme d'appui au plaidoyer des fêtières des organisations socio-professionnelles. Ces projets, selon la Nouvelle Tribune dans l'une de ses dernières parutions avant sa suspension, entrent en effet dans la mise en œuvre de la stratégie de coopération suisse au Bénin. Ils vont s'étendre sur la période 2017-2020. Sous un autre registre à présent, le matinal nous parle du vote de la loi portant réforme juridique et judiciaire au Bénin. Cette loi, explique mon confrère, va permettre de renforcer les droits de la personne humaine et vise à restaurer le double degré de juridiction en matière de jugement de crime. Désormais, les cours d'assises ne compteront plus de jurés. Une cour de répression des infractions économiques et du terrorisme sera créée. Il s'agit là d'une juridiction à compétence nationale à laquelle est affectée la répression du terrorisme, des délits et crimes à caractère économique tels que prévus par la législation en vigueur. Et c'est ici que s'achève cette revue de presse. Bien à vous et à bientôt. À bientôt, Herman Amégan. Merci pour cette revue de presse assez fournie. Nous allons tout de suite passer au dossier de la semaine. En dossier de la semaine, nous abordons un sujet qui a défrayé l'actualité au cours de cette semaine. Les populations d'Atiémé et environ l'ont pris comme une manne tombée du ciel. Une bonne quantité des poissons retrouvés morts par empoisonnement et flottant sur le lac Toho sont ramassés par les riverains pour la consommation et pour la vente aussi. Que s'est-il passé? Comment se présente aujourd'hui la situation? Eh bien, nous en parlons. Mais avant, je vous invite à suivre le compte-rendu de cette conférence de presse donnée sur le sujet. Il est important de préciser qu'est-ce que le lac Toho. Le lac Toho est un lac encaissé situé strictement dans le département du Mono. Et ça couvre les communes d'Atiémé, de Huyobe et de Lokossa. C'est complètement différent de la lagune Toho-Todouba, qui est au niveau de l'Atlantique, pratiquement, et qui couvre les arrondissements de Kwaou, Ahozon, Ganhatin, Fourkodji. Et c'est justement dans cette lagune qu'il y a des opérateurs économiques qui produisent du poisson. Par contre, le lac Toho, qui aujourd'hui fait l'objet de nos préoccupation, n'est colonisé que par un seul opérateur économique qui a installé une vingtaine d'enclos. Le reste, c'est de la pêche naturelle.
on a parcouru le lac de l'amont en aval, disons sur toute la longueur et sur toute la largeur, pour apprécier. Il faut avouer que lorsque vous quittez l'amont, c'est-à-dire de la partie qui est bordée par la route nationale Komé-Lokossa, l'ampleur a commencé par là. De là à la ferme de l'exploitant, ça fait environ 700 mètres. Sur une superficie d'environ 1000 mètres carrés sur le lac, on voit une couche onctueuse qui laisse soupçonner que le produit déversé est un produit de synthèse. Donc ce n'est pas un végétal. Parce qu'il y a aussi des feuilles de chez nous que les pêcheurs ont l'habitude de mettre dans l'eau pour pêcher. Mais ici, avec cette couche onctueuse-là, nous soupçonnons un déversement d'ichthyotoxique. Et c'est un produit de synthèse. Mais ce sont les résultats de laboratoire qui vont confirmer cette assertion-là. En ce qui concerne la durée de l'impact, selon les renseignements glanés auprès des pêcheurs, ils ont commencé par constater les mortalités de poissons le jeudi matin jusqu'au samedi. Mais après samedi, il n'y a plus de morts de poissons dans le lac. Comme quoi, sous l'effet de la dilution, n'est-ce pas, de l'effet du produit, on ne dit pas que le produit n'est plus là, mais ce n'est plus à une dose létale où ça peut tuer les poissons. Donc, à la fin, nous pouvons dire que l'impact s'est localisé dans un rayon d'1 kilomètre environ. Ça ne s'est pas étendu plus que ça. Mais toutes les dispositions sont prises à tous les niveaux décentralisés de l'État, de département, commune, arrondissement, pour que la veille soit permanente. Sinon, il n'y a pas péril à la demeure. Voilà des propos qui semblent rassurer les téléspectateurs, les consommateurs de poissons. En tout cas, nous recevons sur ce plateau M. Daouda Aliou. Il est le point focal de la direction des productions halieutiques au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Bonjour, M. Aliou. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci, merci vraiment d'avoir accepté notre invitation pour aborder ce sujet d'actualité qui sème aussi la psychose dans les cœurs. Et pour m'accompagner dans cet entretien, j'ai avec moi mon collègue Rodrigue Babagbeto. Bonjour. Bonjour, Aurélien Akouaïnou. Rodrigue, vous étiez à cette conférence de presse donnée par le ministre et la direction des productions halieutiques. Nous recevons justement le point focal sur ce plateau. Eh bien oui, Aurélien Akouaïnou, ça aura été un fait qui a marqué l'actualité nationale cette semaine, un carnage halieutique pour certains. Alors, monsieur Daouda Aliou, on parle de 10 tonnes de poissons morts. Revenons rapidement sur les faits. Que s'est-il réellement passé? Merci, messieurs les journalistes. C'est vrai, courant jeudi dernier, jeudi de la semaine dernière, il y a eu l'information qui nous est parvenue qu'il y a une masse qui a commencé par se déplacer sur le lac Tou. Et aussitôt, il a commencé par avoir quelques mortalités. Les populations ont vu, n'ont pas tout de suite pris la mesure pour dire que est-ce que ça, c'est pas un produit toxique qui est en train de tuer les poissons. Eux, ils ont dit, ok, les poissons sont morts, ils ont ramassé. Ça, c'était les tout premiers jeudi. Mais vendredi, la masse a commencé par migrer sous l'effet du vent. Et là, lorsque le pisciculteur qui est proche de là où la substance est en train de migrer, il a dit, si les poissons sont de migrer là-bas, ça risque de contaminer mon élevage. Donc, il a commencé par pêcher pour vendre. Donc, il ne peut pas vendre la nuit. Donc, dans la nuit du vendredi, dans la nuit du jeudi à vendredi, il y a une migration de la masse qui a traversé ces étangs, ces enclos. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que les poissons qu'il a déjà pêchés n'ont pas été contaminés par ce produit? Ça, on ne peut pas la faire. Puisque les poissons qu'il a pêchés ne sont pas des poissons morts. Mais ce que les populations ont ramassé au départ, au jeudi, ça, c'est des poissons qui sont morts. Parce que la masse a traversé cet espace-là. Et dès que ça passe, ça tue. Et ça a migré pour contaminer ces 28 enclos piscicoles. Et dès
Parce que lui, quand il a remarqué que ça a commencé par mourir dans le plan d'eau, c'est là où lui, il a dit, il faut que je commence par vendre mon poisson. Parce que les poissons avaient déjà une taille marchande de 150 à 200 grammes. Mais il ne pouvait pas vendre de jeudi à vendredi toute sa production sur 28 enclos. Et finalement, il a perdu les poissons contenus dans ces 28 enclos. Dans les 28 enclos, il a tout perdu parce que la masse est passée par là. C'est un peu ça, la couleur de la masse qui a migré. En francs CFA, quel est l'équivalent? Nous allons évaluer. En fait, il a fait un ensemencement avec 40 000 alevins. Les alevins, on les met dans les enclos entre 15 et 20 grammes. D'accord? Donc, les 40 000 alevins, bon, si il n'y a pas eu de mortalité, ça veut dire que les 40 000 alevins vont arriver à croissance. Si les poissons ont une taille marchande et qui tournent autour de 200 grammes, nous avons environ 8 tonnes de poissons. 8 tonnes à raison de... C'est des poissons d'élevage. Donc le prix moyen varie entre 1 500 et 2 000 francs le kilo. Si je prends même la limite supérieure, 2 000 francs le kilo, fois 8 000 kilos, vous voyez, ça fait environ 16 millions de francs CFA. Donc les 16 millions là sont partis. C'est assez important. Oui, c'est important. Et c'est la première récolte de cet opérateur là. Et dans ces conditions, est-ce qu'il sera dédommagé parce qu'il n'est pas auteur justement de ce qui lui est arrivé? Oui, bien sûr. Et dédommagé, je ne sais pas. Est-ce qu'il a une assurance? S'il a une assurance, ok, l'assurance fera son travail, son enquête et verra dans quelle mesure. Mais vous-même, vous savez, vous êtes un expert du domaine, ce n'est pas évident qu'il ait une assurance. Et il n'a pas l'assurance, c'est ça aussi le problème. Le domaine dans lequel les Béninois souscrivent à des assurances, ici, on le sait très bien, si ce n'est pas dans le domaine automobile, très peu de personnes, ou bien dans le domaine de la santé, très peu de personnes souscrivent à l'assurance. Dans ce contexte-là, c'est plus qu'évident qu'il n'a pas d'assurance pour son exploitation. Qu'est-ce qu'on fait pour lui? Il a perdu, pratiquement, comme vous l'avez dit, des millions de francs CFA. Oui, nous savons qu'il a perdu des millions de francs CFA. Nous avons eu la chance, le ministère a été saisi plus tôt, il est venu sur le terrain, il a constaté. Et ce pisciculteur-là est un élément que le projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale appuie. C'est ce qui a fait d'ailleurs qu'on a mis tout de suite la machine en branle pour qu'on puisse récupérer ces filets, les remettre au bout du jour pour qu'ils reprennent ces enclos. Le ministère est en train de discuter avec les différents projets qui interviennent là, notamment avec la coopération japonaise, pour voir dans quelle mesure il faut relancer l'activité. Mais on ne peut pas relancer l'activité comme ça tout de suite. Il faut qu'on s'assure d'abord de que le plan d'eau est revenu à son état normal d'abord. D'accord. Et en attendant de vous assurer de cela, avez-vous déjà eu les réelles causes? Pourquoi? Comment est-ce que ce liquide rougeâtre est-il parvenu dans le lac? Il y a eu des investigations, il y a eu des prélèvements qui ont été faits, notamment par le laboratoire central de la sécurité sanitaire des aliments. Mais les résultats se font désirer. Les échantillons ont été prélevés le lundi de Pentecôte. Maintenant, il faut aller à tâtons, parce que quel est le type de produit qui a été qu'on a découvert? C'est-à-dire, quel est le produit qui a causé ça? Donc, c'est les analyses au labo qui vont nous déterminer cela. Je crois qu'aujourd'hui, je crois que nous aurons les résultats normalement dans la journée d'aujourd'hui. D'ici la fin de la journée, on doit pouvoir avoir les premières estimations de qu'est-ce qui a pu causer ça. D'accord. Et les poissons contaminés, pêchés par les pêcheurs qui sont situés aux alentours du lac, qu'est-ce qui est fait pour que ces poissons ne se retrouvent pas dans les plats des consommateurs si déjà ils n'y étaient pas? Oui, c'est là où je disais que les premiers poissons qui ont été pêchés par les communautés, ça, on n'a pas pu mettre la main dessus. Donc c'est parti quelque part. Donc c'est tellement déjà mangé, donc il faut s'attendre. Je ne saurais l'affirmer. Maintenant, toute la production de M. Zaga a été mise sous contrôle. Le nom du promoteur? Oui, le pisciculteur. Toute sa production a été mise sous contrôle. On a mis la police sanitaire à contribution avec les forces républicaines. Ces produits-là ont été incinérés avant-hier.
toute la production. Toute la production. Toute la production a été, on a amené ça dans un lieu d'enfouissement, mais on a brûlé. C'est ça. Toute la production a été brûlée. Cette production-là ne va pas se retrouver sur le marché. Oui. Mieux, il y a une veille permanente sur le plan d'eau, où il est interdit, il y a même l'arrêté du préfet qui a interdit toute activité de pêche pendant 2 semaines sur cet écosystème-là. D'accord. Là, c'est un fait et c'est une très bonne décision prise par les autorités. Mais vous savez, le lac Tao en question connecte avec d'autres fleuves. On a dit, par exemple, que c'est un lac qui est en communication avec le lac de Bopa et qui, plus tard, se déverse sur le lac Nokwe. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des risques de migration, justement, de ce produit? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous allons faire très attention. Ce que j'ai regretté un peu lorsque toute la presse en parlait, personne n'est allé chercher une carte pour voir où se trouve le lac Tao. D'accord, expliquez-nous, parce que là, vous êtes venu avec une carte. Moi, j'ai une carte que j'ai amenée. D'accord. Vous voyez, ça, c'est la carte des écosystèmes humides du sud Bénin. Et le lac Tao, il est là. Le lac Tao est ici. Merci à Christelle qui nous permet de voir bien cette carte. Le lac Tao est là. Oui. C'est-à-dire dans Atiémé. Il y a 3 communes qui partagent le lac Tao. Il y a la commune d'Atiémé, où il y a le village de Kwenou, à Zonlihoué, à Hamen. Il y a la commune de Lokosa, où vous avez le village Lobo. Et il y a la commune de Huogwe, où il y a un village qu'on appelle Toono, qui est au bout ici. D'accord? Il y a 2 petits lacs autour. Le lac Djeto, un peu plus en haut, et le lac Godoba en bas, qui fait face à la ferme de Kwenou. Et ce sont sur ces lacs-là que le lac Tao se déverse. Le lac Tao, le trop-plein du lac Tao se déverse dans ces 2 petits lacs-là, qui est juste un peu. Maintenant, la lagune Tao, c'est dans la commune de Ouida. C'est à Kpaou, à Khozon. C'est totalement en bas ici. Donc vous voulez certifier qu'il n'y a aucun contact. Aucun contact entre le lac Tao et la lagune Tao-Todouba, qui est dans la commune de Ouida. Regardez, au moins au milieu, vous avez le lac Aémé, qui est au moins là, ici. Voilà que le lac Tao est jusqu'ici. Donc il n'y a aucun lien entre ces 2 plans d'eau-là. Et de ces deux plans d'eau, la lagune Tao-Todouba et le lac Tao, lequel est plus utilisé pour les productions halieutiques? Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est la lagune Tao-Todouba qui est au niveau de Ouida, à Kpaou, à Khozon, Fournou, Kondji, Ganhatin, Povier, où vous avez des installations aquacoles. Nous avons environ 519 cages flottantes qui sont sur cet écosystème-là, où aucun problème d'empoisonnement ou autre là ne se pose. Pour le moment, on estime qu'il n'y a encore aucun problème à ce niveau, mais ce qui est arrivé au lac Tao, justement à Atiémé, pourrait aussi arriver au lac Tao dont vous parlez tout à l'heure. Quelles sont les dispositions prises pour qu'on n'assiste pas aussi à cette éventualité? Comme je le disais, toutes les autorités politico-administratives ont été mises à contribution. Actuellement, il y a une enquête en cours. Il y a la police, je crois, on a fait un PV de constatation. Le procureur de la République a été saisi, le procureur de l'Okosa a été saisi et a diligenté une enquête judiciaire actuellement qui est en cours sur le terrain pour déterminer est-ce que c'est une cause due à des activités humaines, est-ce que c'est un sabotage, est-ce que c'est un effet naturel et tout ça. Et mieux, les analyses au labo nous diront est-ce que c'est un produit de synthèse comme vous l'avez suivi dans le documentaire, qui est ischiotoxique. Bon, eux, ils vont nous le dire. Et maintenant, ça, nous allons les verser à la police judiciaire qui est en train de faire les enquêtes. Mais pour le moment, on a vérifié hier, puis on a encore envoyé une mission sur le terrain hier pour voir quel est le comportement des poissons qui sont dans les poissons naturels qui sont dans le plan d'eau et qui sont dans les zones où la masse là est passée pour voir un peu quel est le problème qui se pose. Oui, ça là c'est connu, mais vous semblez passer un peu à côté de ma question. Je parle justement du lac qui est au niveau de l'Atlantique, ou le lac Tao, justement. La lagune Tao. Ok, très bien. Quelles sont les dispositions prises à ce niveau pour qu'on n'assiste pas au même phénomène? Non, tous les opérateurs sont
en état d'alerte et veillent sur leurs installations. Si vous allez là, vous allez voir même qu'il y a certains qui ont mis des projecteurs pour protéger, enfin, pour éclairer leurs choses. Maintenant, sur ces étangs-là, au niveau de la lagune Toho, vous allez voir que celui qui a un certain nombre d'enclos, il a mis un dispositif de gardiennage là. Et ils ont des groupes pour alimenter. Mais aujourd'hui, on l'a dit, avec les groupes, ce n'est pas très chose. Donc, ils ont mis des panneaux solaires qui font de la... qui mettent la lumière pour protéger un peu ces installations. Aujourd'hui, tout le monde est en état de veille parce qu'on ne veut pas perdre un peu cette production-là. Merci beaucoup, M. Daouda Aliou, pour tous ces éclaircissements. Roch et Aurélien Akouenou, je crois que maintenant, les consommateurs de poissons peuvent être rassurés. Ils n'auront pas de poissons poison dans leur plat. Ah, nous l'espérons également, et grâce aux explications, nous faisons foi aux explications du point focal des productions halieutiques. Je vous l'assure, la preuve, moi j'ai mangé encore du tilapia hier, donc il n'y a pas de souci. Merci à vous d'être passé nous donner ces explications. Merci également à vous qui nous suivez actuellement. Nous allons poursuivre cette émission Wikeko avec le décryptage. Et je vous l'annonçais, nous allons parler justement des retombées économiques de cette tournée européenne du chef de l'État. Et mes invités, ils m'ont déjà rejoint sur ce plateau avec plaisir. Je vous présente Moïse Dosoumo, bonjour. Bonjour. Moïse, vous êtes journaliste éditorialiste à Canal 3 Bénin. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Josué Fortuné Merenou, l'homme qui salue toujours en première position les femmes, bonjour. Bonjour téléspectateurs. L'exception fait la règle. Vous êtes journaliste à La Nation, le quotidien du service public. Merci à vous tous d'avoir répondu présent. Et je reste avec vous. Le président de la République vient d'effectuer une tournée pas comme les autres. Il a entamé par le Vatican, où il a eu le bonheur d'abord de réaliser un rêve d'enfant, celui de serrer la main au souverain pontife et de discuter en tête-à-tête avec lui. Dites-nous, est-il allé prendre les bénédictions papales ou qu'est-ce que cette sortie au Vatican a rapporté concrètement à notre pays, le Bénin? Merci Roch. Je pense que ça va être difficile de chercher à quantifier ce que cette visite du chef de l'État au Vatican rapporte à notre pays. Mais une chose est certaine, c'est que ça permet de rapprocher les deux États. Ça permet peut-être de rapprocher un peu plus le Bénin et le Saint-Siège. Mais au-delà de ça, il faut quand même faire observer que c'est une visite qui a certains symboles. D'abord, elle intervient dans la foulée de la célébration du 10e anniversaire, le décès du cardinal Bernardin Gantin, qui est un grand homme d'église, un patriarche de l'église catholique africaine, un homme qui a beaucoup donné, qui a donné sa vie entière, qui a donné de son intelligence, qui a donné tout ce qu'on pouvait donner à l'église catholique romaine. Donc je pense que c'est important de marteler ça. Au-delà de ça, comme vous l'avez dit, pour le chef de l'État lui-même d'abord, c'est une satisfaction personnelle de réaliser, comme il le dit si bien, un rêve d'enfant, de pouvoir découvrir un peu à quoi ressemble le Vatican, d'aller s'asseoir en face du Saint-Père, d'avoir un tête-à-tête avec lui, de discuter avec lui, de parler d'un certain nombre de choses. Je pense que c'est quand même ça peut être un grand moment d'émotion pour lui. Et je pense que c'était réellement le cas si on s'en tient à cette déclaration au thème de cette visite. Mais au-delà du sentiment personnel du président de la République lui-même, je pense que ce qui devait nous intéresser, nous préoccuper, c'est les relations entre le Saint-Siège et notre pays. Et je crois savoir qu'au thème de cette visite-là, que ces relations-là sont au beau-fils. Le déplacement du chef de l'État au Vatican a permis notamment de discuter d'un certain nombre de choses, de parler de réformes, le pape étant lui-même un grand réformateur. Très bien, vous faites bien d'embrayer là-dessus. Nous l'avons entendu, le président de la République l'a dit, Moïse, il a déclaré avoir parlé des réformes entreprises au pays et qui fondent aujourd'hui son impopularité. Et le pape lui-même réformateur l'aurait encouragé. Dites-nous, les deux hommes ont-ils la même notion des réformes aujourd'hui?
Tout dépend de la manière dont chacun d'eux met en place, met en œuvre leurs réformes. Les réformes du pape et celles de Patrice Talon ne sont pas les mêmes. Elles ne s'appliquent pas au même champ. Ce n'est pas, les réformes du pape s'appliquent à la curie romaine, ça ne va pas au-delà. Alors que les réformes de Patrice Talon s'appliquent à tout un peuple. Et il y a la manière aussi d'opérer les réformes. Il y a d'abord ce qu'on entend par réforme, ce qu'on y met comme contenu et la manière de les opérer. Et je pense que quand on prend les deux hommes, il y a des points de ressemblance et des points de dissemblance. Le pape aussi, à une certaine époque, était fort décrié au niveau de la curie romaine parce qu'il bousculait les habitudes. Je pense qu'il a pu trouver la manière pour aplanir quelques points de divergence et faire adhérer notamment les cardinaux à ce qu'il veut faire. Même s'il y a encore des grincements dedans, on sent quand même que le calme est revenu à ce niveau. Mais pour ce qui est du Bénin, ce n'est pas encore la grande adhésion. C'est vrai que les politiciens le proclament du bout des lèvres. Mais en leur fort intérieur, dans leurs actes, on sent qu'ils ne sont pas encore prêts d'aller vers ce que le chef de l'État demande. Donc c'est à cela qu'il faut peut-être pas forcément l'assouplissement des positions, mais revoir un peu la manière d'appliquer ces réformes-là pour que ça puisse passer. Donc parce que tant qu'on fonce et tant qu'on voit qu'il y a de l'obstacle, il faut trouver la manière pour faire adhérer les gens à ce qu'on veut faire. Tout à fait. Donc, vous recommandez que le président aille à l'école du souverain pontife dans sa logique de réforme? Il a intérêt parce que le temps est court. Même s'il obtenait ce second mandat, tant qu'il fonce et tant qu'il voit qu'il y a des obstacles, il pourra faire 15 ans, 20 ans, rien ne bougera sensiblement. Alors que ce qu'on veut, c'est que les réformes impactent, que les réformes donnent des résultats. Mais tant qu'on n'est pas prêt à aller vers les autres pour que les autres adhèrent à ce qu'on veut faire, on a beau foncer, on a beau avoir tous les moyens, ça ne donne rien. D'accord. Le pape l'aurait encouragé à travailler pour le changement, a-t-on dit, de paradigme pour la mutation de l'Afrique afin que le développement social et économique soit une réalité. Dites-nous, est-ce une exhortation papale qui lui a donné le courage de déclarer ce qu'il a déclaré à la tribune officielle à Genève par rapport aux médicaments? Il a dit, s'est demandé pourquoi on fabrique des médicaments pour l'Afrique, des médicaments destinés aux pauvres et des mêmes médicaments constitués d'autres molécules destinées aux riches. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un acte assez fort, un acte assez courageux? Est-ce que ce sont les exhortations du pape qui l'ont donné le courage d'aller faire cette déclaration? Non, je ne pense pas que ce soit les exhortations du pape qui aient amené le chef de l'État à le dire, encore que je suis pari que son message avait été déjà préparé depuis Cotonou, avant même qu'il n'entame cette tournée européenne. Mais ce qui est important de mon point de vue, et ça on peut le mettre à l'actif du chef de l'État, c'est de faire observer que, en termes d'engagement, en termes de parole, c'est quelqu'un qui va un peu fort, qui ne lésine pas sur les mots, on dira même qu'il ne lésine pas sur les moyens, lorsqu'il s'agit d'affirmer un certain nombre de choses, lorsqu'il s'agit de prendre certains engagements. Et je me demande même si cela n'a pas milité pour beaucoup dans l'adhésion des Béninois à sa candidature. Mais au-delà de ça, il faut désormais que les actes suivent. Pour ce qui concerne les exhortations papales, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses que lorsque vous rencontrez quelqu'un comme le souverain pontife, qui puisse vous faire un certain nombre d'exhortations comme celle-là, justement, celle qui aille dans le sens du changement de paradigme, du développement. Parce que sans développement, l'Église ne se porterait pas mieux, alors que le pape, lui, a besoin que l'Église se porte mieux. Le pape a besoin qu'il y ait la paix, qu'il y ait la tranquillité, qu'il y ait la sérénité dans les pays, pour qu'en retour, l'Église puisse jouer convenablement son rôle. Encore que l'Église même apporte une certaine contribution à tout ça. Donc, c'est dans l'ordre normal des choses que le pape fasse ce genre d'exhortation. Alors, quant à ce qui concerne le discours du chef de l'État par rapport aux faux médicaments, vous observez déjà qu'à l'interne, et ça, il a rappelé également à la tribune à Genève, la lutte, tout au moins, on sent qu'il y a un engagement à en finir avec les faux médicaments. Mais au-delà de ça, je pense que ce que veut le président Patrice Talon va être difficile à obtenir, à savoir qu'il faut désormais peut-être créer un équilibre en matière de fabrication de produits pharmaceutiques, qu'il n'y ait plus des produits destinés aux petites bourses et qu'il y en ait d'autres pour des gens aisés ou des gens d'une certaine classe sociale. Ça va être difficile à obtenir dans la mesure où c'est d'abord des industries qui sont à la base de cet état de choses. Et des gens qui sont à la recherche du profit, des gens qui le discours politique ne les intéresse pas, l'engagement politique n'est pas leur problème. C'est des gens qui ne sont préoccupés que par le gain. Et pour faire le gain, il faut pouvoir montrer à ceux qui n'ont pas grand moyen qu'on pense également à eux, qu'on met à leur disposition des produits, même si c'est des produits qui ne répondent pas aux normes, même si c'est des produits dont les principes actifs ne reflètent pas ce que devait être la réalité. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous voyagez, que vous ramenez un médicament, d'accord,
de l'extérieur que vous venez le prendre, lorsque vous comparez l'effet de ce médicament-là à ce que vous prenez en pharmacie, vous sentez nettement que la différence, elle est profonde. Donc ce que le chef de l'État dit, c'est une réalité. Voilà. C'est une réalité contre laquelle il faut également lutter, mais les moyens pour y parvenir, je me dis que ça va être difficile. D'accord, ça va être difficile. Vous pensez aussi que l'Afrique aujourd'hui a des difficultés pour atteindre ce résultat, cet objectif que veut communiquer le président béninois aujourd'hui à toute l'Afrique? Je pense que le chef de l'État a méconnu un aspect fondamental, c'est le pouvoir d'achat des populations. Nous ne l'aurons pas. Comme l'a dit Josué, ce sont des entreprises, ce sont des gens qui sont à la recherche du profit. Et si vous leur demandez d'investir pour avoir la qualité du produit, est-ce qu'un retour, les populations ont le pouvoir d'achat nécessaire pour acheter ces produits au prix coûtant? Ce n'est pas vraiment évident. J'ai fait une expérience personnelle. Il y a quelques années, un dermatologue m'a prescrit un produit, une pommade, ici même à Cotonou. Et il me recommandait le jour-là de le commander en France plutôt qu'ici. Mais vu l'urgence du traitement, moi j'ai d'abord pris le produit ici à Cotonou qui coûtait 16 000. Mais sous son insistance, j'ai commandé le produit en Europe. Et ça me revenait à 58 000. Mais le produit que j'ai pris à Cotonou, le temps que celui que j'ai commandé en Europe arrive, je l'ai utilisé entièrement, je n'ai pas eu satisfaction. Mais celui venu d'Europe qui coûtait 3 fois, 4 fois plus cher, en 3 jours, a réglé mon problème. Et le produit est encore là jusqu'à présent dans mes affaires. Combien de Béninois sont capables de débourser 58 000 pour s'acheter un produit ou avoir la guérison tout de suite? Quand on ne voit pas cet aspect des choses, on a beau prononcer tous les discours du monde, ça n'aboutit à rien. Ce qu'il faut faire, c'est travailler pour relever le niveau des populations, afin qu'elles aient un pouvoir d'achat conséquent. Et cela passe justement par la création des emplois, par la dynamisation de l'économie. Tant qu'on n'arrivera pas à ça, les discours ne changeront pas grand-chose. C'est une vue de l'esprit que de dire que les pauvres sont ci et que les riches sont ça. Très bien. Josué, le chef de l'État était aussi en Suisse où 2 accords d'un montant de 47 milliards ont été signés. À quoi seront destinés ces 47 milliards de francs CFA? Je pense que ça rentre essentiellement dans le cadre des activités que mène la coopération suisse dans notre pays. Il y a des domaines précis dans lesquels cette coopération-là intervient. Je pense que l'artisanat, par exemple. L'artisanat et bien d'autres secteurs, la décentralisation et bien d'autres secteurs. De toute façon, on sait que la coopération suisse dans notre pays intervient spécifiquement à certains niveaux, fait un certain nombre de choses. Donc je pense que ces 2 accords-là rentrent dans le cadre du financement de ces activités-là. Je pense que ça couvre une période de 5 ans à compter de cette année, si mes souvenirs sont exacts par rapport à ce que j'ai lu en ce qui concerne les comptes rendus de ces voies. Je pense que c'est une très bonne relance pour le partenariat entre les 2 États. Oui, n'oublions pas qu'il y a quelques mois, la présidente de la Confédération suisse était en visite à Cotonou. Je crois d'ailleurs que c'est le tout premier chef d'État que nous avons reçu depuis que le président Patrice Talon est au pouvoir. Lorsque quelques semaines ou quelques mois après cette visite-là, le président lui-même se rend de l'autre côté, que sur cette base-là, des accords étaient signés. On peut constater ou faire observer que c'est dans la suite logique de ce qui a été engagé à Cotonou et que entre les 2 pays, les relations demeurent au beau fixe. Ce qui est à souhaiter, c'est heureux de voir que on arrive à conclure des accords de montant aussi important, 47 milliards de francs CFA environ, que des partenaires acceptent de mettre des montants aussi importants, aussi colossaux à la disposition de notre pays. Mais après, quel est l'usage qu'on en fait? Là est la grande question. Là est la grande question. Est-ce que ces investissements-là, est-ce que ces montants-là réussissent effectivement à impacter la vie des populations, à changer quelque chose dans le quotidien du Béninois lambda? Je pense que c'est cette question-là qu'il faut se poser. Ça ne sert à rien de renouveler chaque fois les accords si sur le terrain de la réalité, on ne sent pas un effet palpable. Très bien. La Suisse est perçue comme l'un des puissants paradis fiscaux au monde où les hommes politiques et les hommes d'affaires y vont cacher leurs sous. Avec ce rapprochement Bénin-Suisse, on entend déjà dire qu'il y a quelques réticences, quelques questionnements qu'on se pose au niveau des opérateurs économiques également, des hommes d'affaires. Est-ce que vous pensez que Patrice Talon est allé négocier quelque chose pour pouvoir faire rapatrier dans les jours ou les mois à venir les devises qui sont cachées là-bas? Il faut d'abord pouvoir prouver que des Béninois ont détourné des sous publics et les ont envoyés en Suisse. C'est d'abord ça la première chose. Et pouvoir évaluer la traçabilité de ces fonds-là, de Cotonou, si tant est que c'est des fonds publics vers la Suisse. Quand ça s'est prouvé, il faut d'abord pouvoir avoir l'accord de la Suisse pour faire rapatrier ces fonds. Donc vous pensez qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter?
Il n'y a même pas d'inquiétude à ce niveau-là, parce que la première chose, c'est d'abord de prouver et d'identifier les mises en cause. Tel, à un moment donné, a occupé telle poste, a pris telle sous pour faire telle chose. Et quand c'est prouvé, quand c'est vrai, on peut maintenant aller de l'autre côté pour dire maintenant, renvoyons les sous, si tant que les mises en cause sont toujours là. Et tant que ce n'est pas fait, je ne suis pas sûr que le chef de l'État arrive à faire ça. Encore que la Suisse aussi n'a pas intérêt à faire rapatrier tant d'argent vers l'Afrique. N'oubliez pas que la Suisse est un pays pauvre. Situé en Europe, mais un pays pauvre qui n'a presque pas de ressources. Et c'est avec ces fonds-là, issus de ces paradis fiscaux, que la Suisse parvient à tenir. Donc on n'a aucun intérêt à envoyer autant de sous en Afrique. D'accord. En Italie, le chef de l'État a aussi lancé un appel aux investisseurs à venir à investir au Bénin. Vous pensez aujourd'hui que l'environnement des affaires est aujourd'hui favorable pour que ces investisseurs italiens viennent s'implanter, s'installer ici au Bénin? Je pense que le gouvernement est en train de baliser un peu le terrain par rapport à ça. Lorsque on a un programme d'action gouvernementale qui coûte autant de milliards et qu'on a besoin de le financer essentiellement ou presque essentiellement sur la base d'apports extérieurs, on ne peut que lancer des appels de gens pour demander à des investisseurs de venir. Mais lorsque ces investisseurs-là viennent, n'oublions pas d'abord que c'est pas des philanthropes. C'est pas des philanthropes, c'est des gens qui viennent pour chercher du bénéfice, c'est des gens qui viennent également pour leur business. Alors, quant à voir si les conditions sont créées pour ces entreprises-là, je pense qu'aujourd'hui, on peut, au regard de certain nombre de tests de loi qui ont été votés dernièrement dans notre pays, on peut faire remarquer que les conditions se créent de plus en plus pour permettre à ces entreprises-là de venir dans le pays. Même si on peut déplorer le fait qu'il y ait certaines dispositions légales taillées spécifiquement ou taillées sur mesure, rien que pour appâter ces opérateurs économiques-là. Mais de toutes les façons, ce n'est pas une mauvaise chose que de demander à des gens de venir investir dans le pays. L'essentiel, c'est que le pays puisse trouver son compte dans ce qui se fait et que ceux qui viennent investir également puissent trouver le leur. Le temps qui nous est imparti est pratiquement terminé déjà, mais j'ai bien envie de vous poser une question. L'une des grandes retombées de cette sortie en Italie, c'est qu'il y a la suppression de visas désormais pour les citoyens béninois qui détiennent le passeport diplomatique et les passeports de service. Est-ce que vous pensez que là, cela a une plus-value à l'économie? Ça va apporter une plus-value à l'économie béninoise? Peut-être, mais à mon avis, dans une très moindre mesure. Parce que ce n'est pas tous les Béninois qui peuvent aller facilement en Italie. Donc l'impact ne sera pas si fort que ça. Mais c'est déjà une avancée qu'il faut savoir. Et pour quel intérêt on aurait supprimé les visas à ces détenteurs de ces passeports? Non, pour permettre à ce que les Béninois et les Italiens réciproquement puissent circuler un peu plus librement entre les deux pays. Les pays avec lesquels le Bénin a déjà ce genre d'accord, vous observez que lorsque vous allez vers ces pays-là, les formalités au niveau des aéroports se passent assez facilement pour vous. Vous ne payez rien, vous passez. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose que de chercher à avoir cette sorte d'ouverture-là, de faciliter un peu le séjour des étrangers dans notre pays et puis réciproquement de l'autre côté aussi. Merci à vous, Josué Fortuné Merueno. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien du service public La Nation. Merci d'être passé dans cette rubrique sur cette émission Wikeko. Merci également à vous, Moïse de Soumon, d'être passé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis, toute l'équipe de préparation et de réalisation dirigée de maître par Christelle Sabouran se joint à moi pour vous souhaiter une agréable journée à notre compagnie. Wikeko, c'est tous les dimanches à 11h, rediffusé le soir à 23h. Vous pourrez également le suivre sur le www.ortb.bj. D'ici à là, portez bien, mais sachez que chaque jour est une opportunité et que vous devez saisir la vôtre dès maintenant. Au revoir et à bientôt.